Dans cet épisode de Mythbuster, on va charger et viser, se perdre Observez donc Heinemann dans son habitat naturel. et se lâcher. Adam et Jamie commenceront par la légende ancienne selon laquelle, une fois les yeux bandés, Je pense que je m'en sors pas mal. il est paraît-il impossible de se déplacer en ligne droite. Je nous ai conduits tout droit au milieu d'un champ. Et ensuite, Quelqu'un a demandé une voiture? Carrie, Tori et Grant vérifieront si un petit accrochage peut faire exploser un coffre rempli d'explosifs d'effets spéciaux. La cible à atteindre, ce sera cette voiture. Préparez-vous à un accident de voiture fusée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je suis le maître du soleil. et Jamie Heinemann. Bye bye. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Carrie Byron Coucou Grant! et Tori Bellecci. Vas-y! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Attention les yeux. Adam et Jamie vont marcher, nager et conduire les yeux bandés. Pourquoi ce bandeau? Quand tu bosses sur un truc, est-ce qu'il t'arrive d'avoir l'impression que ça n'avance pas et que tu tournes en rond? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça tombe bien. C'est de ça qu'on va parler. Le mythe dit qu'un être humain, les yeux bandés, ne peut pas avancer en ligne droite. Sans blague. Non seulement on ne sait pas avancer droit, mais sans aide extérieure, on finit même par tourner en rond. Ça pourrait bien être une des raisons pour lesquelles il arrive de se perdre dans les bois. Je me disais qu'avec tous tes entraînements de survie, cette histoire te plairait. Jamie, tu m'entends? Il est parti. C'est un concept plus compliqué qu'il n'y paraît. Un véritable casse-tête pour les scientifiques depuis des années. On dit qu'une fois les yeux bandés, il est impossible pour l'homme d'avancer en ligne droite, que ce soit à pied, à la nage ou en voiture. À ce défi, Adam et Jamie ne peuvent y résister. Allez, reviens ici. Est-ce que t'as écouté ce que j'ai dit? Oui, on ne peut pas avancer en ligne droite avec un bandeau sur les yeux. Exactement. Comment tu veux tester ça? La première idée qui me vient pour avancer en ligne droite, c'est de marcher. Je pense que t'as raison. Tu veux commencer par là? Ouais, il nous faut juste de quoi se bander les yeux et un grand champ. C'est parti. Vous avez dit un grand champ? Et que pensez-vous de celui-là? Notre test est assez simple. On a un champ dans lequel on peut marcher sur 900 mètres, dans n'importe quelle direction. On a un bandeau que j'ai trouvé dans ma collection très personnelle. Et un casque pour se couper de tout autre stimulus. On va essayer de marcher en ligne droite et on verra ce qui se passe. Oui, on verra bien ce qui se passe. Mais Jamie préfère des méthodes un peu plus scientifiques. Il y a 3 façons de voir si on parvient à marcher en ligne droite les yeux bandés. La première, c'est grâce à un GPS. Cette petite chose va nous permettre de tracer notre parcours qu'on pourra ainsi observer après. Deuxièmement, on a ces petits fanions orange qu'on plantera. Tu es prêt? Quoi? Et enfin, on le saura si on atteint la cible parce qu'il faudra y parvenir en marchant tout droit. Adam est confiant. Bon, marche à pied les yeux bandés. Après tout, le terrain est plat, sans aucune particularité topographique à franchir. 3, Et il a le droit d'observer l'objectif avant de se couvrir les yeux. 2, 1, c'est parti. Tout ce qu'il a à faire, c'est marcher en ligne droite, les yeux fermés. Rien de bien difficile, a priori. C'est une sensation très étrange de marcher sans aucun stimulus visuel ni auditif. Ce qui est surtout très étrange, c'est qu'en réalité, c'est plus difficile qu'il n'y paraissait. J'ai une image du parcours dans ma tête et d'après ma mémoire visuelle, je suis en train de tracer une belle ligne droite à travers ce champ. Un petit quelque chose me dit que je me trompe peut-être, mais malgré tout, j'ai l'impression de marcher bien droit. Tu as plutôt bien commencé, mais au bout d'à peu près 100 mètres, tu t'es mis à tourner à gauche. Et tu as continué comme ça jusqu'à finir ici, devant la clôture. Je jure que je pensais marcher parfaitement droit. Rien ne m'a indiqué que j'étais en train de tracer un cercle de 60 mètres de diamètre. Je suis complètement stupéfait de ce résultat. Le résultat a été confirmé par le GPS.
La différence stupéfiante entre la perception d'Adam et son parcours réel est très claire. C'est trop marrant. Ce résultat soulève bien des questions, dont la suivante. Jamie pourra-t-il faire mieux? Jamie va marcher les yeux bandés. 3, 2, 1, c'est parti! Avec toute l'assurance qu'on attend de la part du grand Heinemann, il avance droit vers l'objectif. Avant de dévier de sa route, comme s'il avait la jambe gauche trop courte. On pouvait se demander si c'était des particularités du terrain qui avaient poussé Adam à tourner à gauche. Mais ce doute est balayé quand Jamie part sur la droite, au point de tourner sur lui-même en petit cercle. Je suis arrivé au bord de la route, comme toi. Il est clair que je ne savais pas ce que je faisais. J'ai tourné en rond, littéralement. Et je n'ai pas de compas dans ma tête, donc sans aucun indice visuel ou auditif, le parcours est aléatoire. Il est peut-être temps de faire des recherches plus approfondies. La question qu'on se pose, c'est de savoir si la direction qu'on a prise est aléatoire ou non. Test à pied numéro 2. Est-ce que je peux corriger ma trajectoire? C'est ce qu'on va découvrir. Il s'en sort un peu mieux cette fois. Le départ de Adam est certainement plus droit, mais rapidement le test prend un vrai tournant et dégénère. Test numéro 2. Je n'ai pas marché droit et je n'ai même pas tracé la même trajectoire que la première fois. J'ai tourné dans l'autre sens. Oui, deux choses sont très claires après le deuxième test de Adam. Son parcours est loin d'être droit et ne semble obéir à aucune trajectoire déterminée. Au revoir. Au revoir. Une théorie à laquelle vient s'ajouter le second test de Jamie, qui part de nouveau dans la mauvaise direction. Je suis perdu. Essayer de marcher en ligne droite avec les yeux bandés, c'est un coup d'épée dans l'eau. Sans aucun indice visuel ou auditif, on ne peut compter que sur des moyens purement mécaniques pour déterminer la direction à prendre. C'est comme si j'étais en train de suivre Don Quichotte. Mais c'est fluide, pas du tout mécanique. On avance en formant des courbes. C'est ce que montrent les trajectoires GPS. Ça donne des routes qui serpentent. Et tous ces méandres en forme de cercle mènent Jamie et Adam à une conclusion certaine. Stop. On est venu ici tester le mythe selon lequel une personne avec les yeux bandés ne peut pas marcher en ligne droite. Et on a clairement prouvé cette théorie grâce aux données collectées. Mais le mythe parle de se déplacer en ligne droite, pas seulement à pied. Alors pour compléter leurs données en bons scientifiques, Adam et Jamie vont également tenter les voies routières et les voies aquatiques, afin de tester différentes formes de déplacement, les yeux bandés. Et maintenant, On va nager les yeux bandés. on ne peut pas faire ça ici. Non. Alors allons voir ailleurs. C'est parti. Tu vas adorer ça. On va tester un mythe sur un explosif binaire utilisé à Hollywood pour les effets spéciaux des films. Un type en transporte dans le coffre de sa voiture, une autre voiture l'emboutit par l'arrière et tout explose. Le truc, c'est que dans des conditions normales, si on ne mélange pas les deux composants, l'explosif est complètement stable. Mais une fois mélangé, on peut le faire exploser en tirant une balle dedans. D'accord, donc d'après le mythe, l'impact sur une voiture engloutie produit assez d'énergie pour faire exploser un explosif censé être stable. Exactement. Des flingues, des accidents, des explosifs, on est gâtés aujourd'hui. C'est clair? On va reconstituer le vrai accident, pas celui qu'on voit dans les films hollywoodiens. Étant donné qu'il faut en général l'impact d'un coup de feu pour le faire exploser, est-ce qu'un coffre plein d'explosifs d'effets spéciaux peut vraiment faire boum à la suite d'un simple accident de voiture? C'est la première fois qu'on utilise cet explosif-là. Donc, je pense qu'on devrait faire un peu de recherche. Oui. On va aller sur le site des explosions et se poser 4 questions. 1. Qu'est-ce que c'est? 2. Comment ça marche? 3. Un accident de voiture peut-il le faire exploser? Et 4. Aura-t-on une plus grosse explosion avec une plus grande quantité? De la recherche sur le site des explosions, c'est le genre de recherche que je préfère. Avec ces 4 questions en tête et pas mal d'idées pour faire du grabuge, Des flingues et des explosifs. Que demander de mieux? nos Mythbusters se dirigent vers le site des explosions où il est temps de procéder à quelques tests.
Voici l'explosif utilisé à Hollywood dont parle notre mythe. On a un comburant et un catalyseur. Indépendamment l'un de l'autre, ils sont complètement inoffensifs. Mais si on les mélange, il suffit de tirer un coup de feu dessus pour provoquer une réaction en chaîne ultra rapide qui aboutira à une belle explosion. C'est la première fois qu'on s'en sert dans l'émission. Mais il a beaucoup de points communs avec d'autres explosifs qu'on a déjà utilisés. Entre autres, il faut une onde de choc pour le faire exploser. Un marteau ne suffira pas. Un petit revolver ne suffira pas. Même un petit calibre automatique ne fonctionnera pas. Il faut un fusil très puissant. Alors c'est ce qu'on va utiliser. Et voici l'engin. C'est un fusil sniper calibre 308, avec une vitesse initiale de 780 mètres par seconde. C'est largement suffisant pour faire détonner notre explosif binaire. Bon, c'est parti, je tire. Le plan, c'est de tirer sur le catalyseur. Bien, le catalyseur seul. Pas d'explosion. Ensuite, je vais tirer sur le comburant. Pas d'explosion. Ok, on les mélange. On va mélanger les deux composants, tirer dessus et voir ce qui se passe. Si ça explose, ça va nous faire avancer sur ce mythe. Ça nous prouvera que les produits étaient mélangés dans le coffre de ce type, ce qui montre qu'il est vraiment taré. Bon, on a l'explosif binaire mélangé. Vous êtes prêts? Prêt, tu l'as bien mélangé. Oui, c'est bon. Joli boom! On est venu sur le site des explosions pour comprendre à quoi on a affaire exactement, et il se trouve que c'est assez génial. On mélange, on ajoute l'énergie d'un fusil à haute puissance et on obtient une réaction chimique produisant un nuage de gaz à propagation rapide, qu'on peut tout simplement appeler explosion. La question maintenant c'est, et après? Est-ce qu'on en aura plus avec plus? Si on remplit un coffre de cet explosif, comment sera l'explosion? Eh oui, passons aux choses sérieuses. Nos Mythbusters marcheurs ont déjà établi que les yeux bandés et les lignes droites, ça ne va pas ensemble. Mais qu'est-ce que ça donnera sur d'autres genres de déplacements? Incroyable qu'on ne se soit pas fait arrêter. On a déjà établi qu'une fois les yeux bandés, il est impossible de marcher en ligne droite. Il est temps maintenant de voir si l'on peut nager en ligne droite, les yeux bandés. On va chacun notre tour enfiler une paire de lunettes de piscine noircies pour voir si l'on arrive à nager droit d'ici jusqu'au réflecteur de l'autre côté du lac. Et le GPS nous dira ce que ça donne. Les mouvements de la nage permettront-ils à notre équipe de bras cassés de rester sur le droit chemin? À tout juste 10 mètres du départ, il est déjà clair que le bandeau, en occultant tout repère terrestre, nous donne une réponse flagrante. C'est non. Il tourne en rond et en rond. Une fois de plus, le détail le plus criant n'est pas de voir à quel point Adam a dévié du parcours, Je ne dois plus être loin. mais est qu'il croit avancer en ligne droite. Je pense que je m'en sors pas mal. D'après mon image mentale, l'objectif est toujours droit devant moi. Non, Adam, pas vraiment. Regardons la trajectoire d'Adam grâce au GPS. Il a fait 3 cercles complets, presque de la même taille. Ce qui me fait dire qu'il a tendance à nager dans cette direction. Et sans visibilité pour corriger ça, il peut continuer longtemps. Jamie n'a pas tort. Adam a peut-être une tendance à nager à gauche. Voyons si le morse peut faire mieux. Prêt? Prêt. Adam n'a pas été au top. Est-ce que je peux faire mieux? Sans aucun point de repère, je ne vois pas comment. Allez voir essayer d'atteindre à la nage un objectif droit devant eux les yeux bandés, on en tire 2 conclusions. Pour un morse, Jamie ne semble pas très à l'aise dans l'eau, et sa prédiction se réalise effectivement. Un virage à gauche, puis à droite, et encore un autre à droite. Enfin, vous voyez le tableau. Jamie ne s'en est pas mieux sorti que moi. En fait, c'était même encore pire. Mais vers le milieu, il a eu l'intuition que ça allait un peu de travers. J'ai l'impression de tourner en rond. Moi, j'étais persuadé de nager droit vers l'objectif. C'est l'heure du verdict. Est-il possible de nager en ligne droite, les yeux bandés? Non, Où on va maintenant? en voiture. J'adore!
La force d'impact d'un accident suffit-elle à faire exploser un coffre rempli d'explosifs binaires et à réduire une voiture en miettes? Pour avoir travaillé avec des explosifs comme l'en faut, on sait que plus il y en a, plus l'explosion est importante, ce qui semble assez logique. Mais ce n'est pas forcément le cas cette fois. Pour les effets spéciaux, on utilise de très petites quantités. Une dose ne comporte que 220 grammes et même mélangé, l'explosif est assez stable. Ce qu'on cherche à savoir maintenant, c'est si une seule balle peut suffire à faire exploser une grande quantité de mélange. Allez, double charge d'explosifs binaires d'Hollywood. C'est parti. Comme on le voit avec cette boîte, le fait de doubler la quantité donne une explosion au moins 2 fois plus grosse. Mais on veut vraiment savoir, avec plusieurs contenants, si le fait d'en faire exploser un causera une réaction en chaîne, ou si seul le pot touché par la balle explosera. On va donc mélanger 5 pots d'explosifs, les aligner, tirer sur un pot et voir si les autres explosent aussi. On a déjà établi que l'explosif doit être transporté déjà mélangé. Si c'est le cas, il était sans doute stocké en plusieurs contenants. La question est donc la suivante. Un seul impact pourra-t-il provoquer une réaction en chaîne? On y va. Joli! C'était génial! On a bien une réaction en chaîne, tout a explosé. Carrément! J'aime bien combiner armes et explosifs. Ouais! C'est génial! Au départ, on se posait 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Plus d'explosifs donne-t-il une plus grosse explosion? Et un accident de voiture peut-il faire détonateur? On a répondu aux 3 premières. On sait ce que c'est, comment ça marche, et on sait que l'explosion d'une petite quantité peut provoquer une réaction en chaîne et faire exploser une plus grosse quantité. Avant de s'attaquer à la dernière question, on a un petit souci. D'après le conducteur, l'explosion a fait sauter sa voiture. Or, notre explosif est utilisé pour des effets spéciaux. Ça donne donc peut-être juste un écran de fumée. On doit donc savoir si l'on peut causer les dommages matériels dont parle le mythe. Et pour ça, on a rassemblé différents éléments pour faire quelques tests. Tout d'abord, Carrie a choisi des pastèques pour nous montrer si l'effet de l'explosif est plus qu'un simple effet spécial. Il pleut du jus de pastèque. C'est excellent! Moi, je vais faire exploser ma vieille télé. Voilà qui nous prouve que cette explosion n'est pas une simple esbrouffe. C'était magnifique. La grande question, c'est de savoir si un impact puissant, autre qu'un coup de feu, suffira à provoquer la détonation de notre explosif binaire. Et oui, on va découvrir s'il est possible de provoquer une explosion grâce à un accident de voiture. Pour le mythe de l'accrochage explosif, Carrie, Tori et Grant s'amusent comme des petits fous en jouant avec leurs fusils et leurs bombes. On sait que notre explosif binaire doit être mélangé pour exploser. On sait aussi qu'il faut un impact à très grande vitesse pour provoquer une détonation. Et qu'il peut y avoir une réaction en chaîne entre plusieurs petits contenants. Maintenant, on veut savoir si cet explosif binaire peut sauter à la suite d'un impact comme celui d'un accident de voiture. On a donc apporté notre masse en acier, qu'on vous avait présenté dans l'épisode « Retournement de voiture ». Cette masse pèse 680 kg. On va l'élever grâce à la grue, la lâcher sur notre explosif binaire et voir si l'impact provoque une explosion. La masse est suspendue au-dessus de notre charge explosive qui est posée sur la zone d'impact. Comment ça pourrait marcher? Le calibre qu'on a utilisé pour faire exploser notre charge binaire était un 308, qui a une énergie cinétique d'à peu près 3840 joules. Alors que là, notre masse a une énergie cinétique 27 fois supérieure, de plus de 100 000 joules. Ça pourrait bien suffire à provoquer l'explosion. Les fabricants affirment que seul un fusil à haute puissance peut provoquer l'explosion. Prêt? Mais vu comme ça, Masse d'acier contre explosif binaire. quand on en a parlé aux autorités compétentes, 3, le seul endroit où l'on a eu le droit de procéder à l'expérience, 2, c'est ici, sur le site des explosions. 1...
Pas d'explosion. Juste une bonne chute. Il y a bien eu une explosion, mais pas au premier impact. Ce qui pousse notre équipe à se demander... Et après? Ça s'annonce pas très bien pour ce mythe. Peut-être qu'avec un accident de voiture, on aura une énergie cinétique encore plus grande. On a des voitures plus lourdes et plus rapides, il y aura peut-être des éclats métalliques. Ça peut encore marcher. D'accord, allons préparer tout ça. Pour creuser un gros trou, il faut une grosse pelle. Pour reproduire les conditions exactes du scénario de notre mythe, l'équipe se prépare pour un vrai carambolage, Quelqu'un a demandé une voiture? où tout restera toutefois sous contrôle. Vous remarquerez qu'on n'est ni sur une route ni sur une piste. Il est très difficile de trouver un endroit où l'on ait le droit de provoquer un accident avec des explosifs. Alors voici notre solution. On va enterrer une voiture à mi-hauteur afin que seul le coffre soit visible et recréer l'accident en lâchant une autre voiture de 45 mètres de haut pour qu'elle atteigne une bonne vitesse. Et il y aura 25 kilos d'explosifs binaires dans le coffre. Bon, maintenant qu'on a notre trou, on peut y mettre la voiture, la tête la première. Comme ça, elle ne bougera pas d'un poil quand on lâchera l'autre voiture du haut de la grue. Ça fait une belle prise. Avec dans le coffre 25 kilos d'explosifs binaires mélangés, soit 20 fois plus que là. Ça pourrait bien être la dernière danse pour notre ami et son habit de flamme. La voiture est chargée, on peut lâcher l'autre. On va quasiment doubler la vitesse. Et la collision va produire une énergie cinétique de 880 000 joules. Ouais. Mais je ne crois toujours pas à l'explosion. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Et c'est en lâchant une voiture de 45 mètres de haut à 80 km/h pour qu'elle tombe sur une autre voiture à moitié enterrée dans le sol avec le coffre rempli d'explosifs. Finalement, une journée de boulot comme une autre. Là, on aura une vitesse de circulation sur l'autoroute. On a 100 charges d'explosifs binaires dans le coffre. Collision dans 3, 2, 1... Un coup parfait. C'était impeccable. Pas d'explosion. Pas d'explosion. Pas d'explosion. Et comme les conditions du mythe ont été parfaitement reproduites, bien qu'à la verticale, la conclusion est accablante. On voulait reproduire un accident sur autoroute. On a même fait mieux puisque cette voiture est enterrée dans le sol et ne pouvait pas bouger. Elle a donc absorbé toute la force du choc et pourtant elle n'a pas explosé. Ce mythe est bidon. Dans des circonstances normales, le mythe est bidon. Mais dans d'autres, l'impact d'un accident peut-il provoquer une explosion? Pour le savoir, ce test va passer en mode géantissime. Je pense qu'il faut plus de vitesse. Une vitesse extrême. On pourrait faire une voiture propulsée par un réacteur. Ça nous donnerait une très grande vitesse. C'est parti. J'espère que ça va marcher. Après avoir marché de traviole et nagé en rond, notre mythe selon lequel il est impossible d'avancer en ligne droite les yeux bandés semble se confirmer. Mais notre duo de choc veut tout prendre en compte et rayer de la liste tout moyen de locomotion humain. Même avec l'aide d'une machine, est-il possible d'avancer en ligne droite sans rien voir? Il faut conduire les yeux bandés. On s'y met? J'espère bien. Ce test est très simple. Là encore, on aura les yeux bandés et les oreilles bouchées. Tout ce qu'on aura à faire, c'est essayer de conduire en ligne droite en direction de la ville de San Francisco. J'ai ma petite idée sur l'issue de ce test. À mon avis, il est facile de conduire en ligne droite. C'est parti. Il suffit d'aligner les roues et de ne plus bouger les mains. Je garde les mains immobiles, mais j'ai quand même l'impression de dévier vers la droite. Ça, c'est intéressant. Là encore, Adam s'écarte de la ligne droite réelle, en se fiant à sa vision interne. Bon, tu vas devoir t'arrêter. Tu peux enlever les lunettes. J'ai dévié à gauche? Oui. Tu veux réessayer? Et comment? 2 tests supplémentaires ne font que confirmer que pour conduire en ligne droite, il ne suffit pas de bien tenir le volant. J'ai l'impression que le terrain change. Je crois que je me suis planté. Pour rester sur la trajectoire, un certain nombre de petits ajustements est nécessaire.
À mon avis, c'est le vent qui fausse mes sensations et me fait tourner. C'est bien possible. Et ces ajustements sont impossibles, en tout cas pour Adam, sans repère visuel. Je nous ai conduits droit au milieu d'un champ. Bon, bah voilà. Tu as 3 trajectoires et elles partent toutes très rapidement d'un côté ou de l'autre. Pas une seule ligne droite. En effet, les données GPS le montrent bien. Mais est-ce que Jamie peut faire mieux lors de ses 3 essais au volant? C'est parti! J'essaie de me concentrer sur mon sens de l'orientation interne et je dois dire que ça ne me donne pas une grande impression d'exactitude. À mon avis, c'est pas bon. Et je n'ai donc qu'une sensation très vague de ce que je fais, basée sur le vent et la dureté du sol. Ce n'est pas grand-chose. Je pourrais être en train de tourner en rond sans m'en rendre compte. Donc, je ne crois pas que ça fonctionne vraiment. Même si Jamie est allé plus loin que Adam sur la piste, il n'a toutefois fait que confirmer ce dont on se doutait déjà. On a marché, on a nagé et on a conduit. Je pensais qu'on ne tirerait aucun résultat des tests au volant. Vu qu'on pourrait penser qu'il suffit de bien tenir le volant pour avancer bien droit. Je tiens mes bras complètement immobiles, je ne comprends pas. Mais même avec l'aide de la machine, ce que notre perception nous renvoie nous pousse à corriger notre trajectoire. Ces corrections sont basées sur un plan qu'on se représente mentalement, lui-même inexact. Nos corrections sont donc inexactes aussi et nous font zigzaguer sur la piste. Même en conduisant, il est impossible d'avancer en ligne droite. Cette anomalie est intéressante. Et il ne semble pas y avoir de raison à cette impossibilité d'avancer en ligne droite. Il n'y a aucune corrélation avec le fait d'être gaucher ou droitier, ou avec une quelconque asymétrie du corps. Il apparaît simplement que privés de la vue, nous sommes physiquement incapables de maintenir le cap peu naturel qu'est la ligne droite. Le mythe est donc clairement confirmé. Mais Adam et Jamie veulent creuser la question et explorer ses conséquences dans le monde réel. Bon, un accident à 90 km/h ne marche pas. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Bon, écoutez, si au lieu d'un accident normal, on avait une voiture super puissante qui pourrait en emboutir une autre à plusieurs centaines de kilomètres/h. J'adore l'idée. Je sais exactement comment faire ce test. On prend la voiture? Oui, mais prudence, pas d'explosifs dans le coffre. Bonne idée. Nous revoici au New Mexico Tech, l'école des mines du Nouveau-Mexique. Un lieu parfait pour des tests en tout genre. Si on est ici, c'est parce qu'ils ont une plateforme d'autopropulsion. La dernière fois qu'on est venu, on a coupé une voiture en 2. Grâce à ce rail, notre luge propulsée devrait pouvoir accélérer avec une poussée de près de 30 tonnes en un quart de seconde, jusqu'à une vitesse de 480 km/h, afin d'engendrer ce qui, on l'espère, sera l'accident de voiture le plus rapide du monde. Et voici notre cible. Elle est complètement bloquée, comme si elle était arrêtée sur l'autoroute, avec dans le coffre 200 charges d'explosifs binaires mélangés. Quand la voiture autopropulsée va venir s'écraser ici, on saura une bonne fois pour toutes si une collision peut produire suffisamment d'énergie pour créer une détonation et nous donner une belle explosion. Mais avant de provoquer un accident autopropulsé, il faut procéder à un test de contrôle. On sait que ce sera une expérience concluante si le test de contrôle produit une énorme explosion. Il va falloir déterminer les dommages causés par la plateforme autopropulsée. Et distinguer une éventuelle détonation de l'explosif au milieu d'un tel carnage. C'est pas croyable une force pareille. Et ça pourrait se révéler difficile. Cocktail façon Mythbusters. Frappé, non remué. Notre équipe va donc faire exploser la même quantité d'explosifs, 200 charges, dans le coffre de cette voiture et établir l'étendue des dégâts comme point de repère. Voici donc la voiture de contrôle remplie de 200 charges d'explosifs binaires. 5, 4, 3, 2, 1... Cette explosion était énorme! C'est incroyable. Je me rendais pas compte que cet explosif avait une telle puissance destructive. Mais il a fallu un détonateur pour faire exploser tout ça.
La question maintenant, c'est de savoir si un accident de voiture produira l'énergie suffisante pour obtenir le même résultat. Au moins maintenant, on a un point de comparaison. Pendant l'accident autopropulsé, ils vont donc chercher à distinguer une onde de choc, suivie d'une boule de feu, et le toit de la voiture projeté à 60 mètres du sol. C'est ce qu'ils ont observé lors du test de contrôle. Il est donc temps de s'y mettre et de créer l'accident ultime. C'est la première fois qu'une voiture est placée sur la plateforme du New Mexico Tech. On court un gros risque. Avec l'aérodynamisme, si la voiture s'élève d'1 pouce, elle peut arracher la plateforme, ruiner notre expérience et ruiner le rail. L'équipe est donc très concentrée sur la préparation du véhicule d'impact, une camionnette équipée de réacteurs. Ce qui est intéressant dans le fait de se servir d'un camion comme ça, c'est qu'on peut monter directement le châssis sur la plateforme, ce qui donne une seule unité compacte et solide. Et là, on mettra nos réacteurs. N'oubliez pas que c'est la première fois que ce rail transporte un véhicule. Tout peut arriver. Mais selon Tori, il y a une chose qui n'arrivera pas. On sait qu'un fusil à haute puissance peut faire détonner l'explosif binaire. Une balle se déplace à 600 mètres par seconde, c'est-à-dire près de 2300 km/h. Ce serait pas un vrai camion sans ça. La vitesse de ce véhicule ne sera que de 480 km/h. Donc j'ai du mal à croire que la collision suffira à faire exploser l'autre voiture. Mais on a fait notre maximum scientifiquement pour parer à toute éventualité. On verra bien ce qui se passe. Bon, le fait de se bander les yeux a anéanti notre capacité à marcher, nager ou même conduire en ligne droite. Eh bien, on peut dire que le mythe est confirmé, non? Oui, mais il y a encore quelque chose qui me titille dans cette histoire. Quoi? Il n'arrive jamais qu'on essaie de se balader les yeux bandés. Quelles sont les applications dans la vie réelle? À quoi tu penses? Je me dis que quand on se perd dans les bois, selon le mythe, on tourne en rond. Alors on n'a qu'à aller dans les bois, se perdre et voir si on finit par tourner en rond. Ça marche. Impeccable. Il est couramment admis que les marcheurs qui se perdent dans les bois finissent involontairement par tourner en rond. Sans vision claire de leur destination, ni aucun repère établi, c'est comme s'ils avaient les yeux bandés. Afin de mieux comprendre, Adam et Jamie s'aventurent en terre inconnue. Sans possibilité de visualiser leur parcours à cause des arbres, pourront-ils se tenir à un itinéraire déterminé? Jamie et moi allons chacun choisir une trajectoire déterminée et essayer de suivre ce parcours en ligne droite tout en étant suivis par un GPS. 3, 2, 1, c'est parti! Au bout de 30 minutes, on reviendra au départ pour voir ce que ça aura donné. Il ne s'agit pas de suivre une ligne droite tracée à la règle. Mais je dois me rendre à un endroit et je dois y aller de façon directe. Dans cette forêt, sans bandeau sur les yeux, je ne pense pas que ça pose vraiment problème. Ah, les joies du grand air. D'un point de vue scientifique, il est important de souligner que Jamie et moi, nous ne sommes pas égaux pour cette expérience. Jamie a suivi des tas d'entraînements de survie. Et non, ce n'est pas parce que ses parents l'ont abandonné dans les bois quand il était bébé. Il a appris à survivre dans la nature avec des professionnels. Moi, pas du tout. Ça descend beaucoup. J'ai plusieurs solutions pour m'obliger à marcher en ligne droite. Je vais essayer de prendre des repères, par exemple des arbres particuliers, et noter ma position par rapport au soleil. Là, pour le moment, le soleil est directement au-dessus de moi, sur ma gauche. Si je veux me servir de ça pour m'orienter, il suffit que j'avance en le gardant à peu près dans cette position. Évidemment, au fil des heures, il va se déplacer dans le ciel. Mais il sera quand même assez facile de faire en sorte qu'il reste de ce côté pour compenser. Comme ça, je serai sûr de ne pas tourner en rond. Ah! C'est l'heure de rentrer. Grâce à leur GPS, Adam et Jamie retournent au point de départ pour observer les résultats. Malgré les obstacles du terrain et l'absence de vision lointaine, Jamie, grâce à une série de tactiques, a réussi à maintenir une trajectoire plutôt exacte. Et même Adam s'est maintenu dans la bonne direction. En se servant du soleil comme point de repère, il a su éviter les tours et les détours dont parlait notre mythe. Pour le test suivant, ils vont rendre les choses plus difficiles en éteignant le soleil.
Il faut reproduire une situation qui n'est pas optimale pour la navigation. Peut-être une tempête de neige ou une marche de nuit avec une lampe torche. Dans un cas comme dans l'autre, on ne voit que ce qui se trouve immédiatement autour de nous. Et il se trouve que la tempête de neige artificielle idéale, utilisée par les experts pour s'entraîner à des conditions extrêmes, et qui réduit la vision à un rayon de quelques mètres, c'est la tête de seau. Allez, c'est parti. Tout comme auparavant, Adam et Jamie ont un itinéraire défini. Ils voient leurs pieds ainsi qu'une courte distance devant eux. Et zut. Mais surtout, ils ne voient pas le soleil et ne peuvent pas se servir des points de repère à distance. Notre expert de la survie dans la nature, là encore, a ses méthodes. Il progresse en contournant à angle droit les obstacles proches. Tout droit, Il parvient à maintenir une trajectoire linéaire. et puis encore tout droit. Pendant que Jamie avance vers sa destination tel un robot, ces conditions extrêmes ont eu raison d'Adam, moins entraîné. Quelque chose me dit que ça se passe très mal pour moi. Il finit comme un désespéré, errant dans les bois avec un seau sur la tête. Une fois l'épreuve terminée, les données du GPS montrent que Adam, le citadin, est la preuve vivante de l'importance des entraînements de survie en conditions extrêmes. Vous avez vu ça? J'ai presque tracé une esperluette dans les bois. Quant à Jamie, son parcours montre bien l'efficacité de sa méthode. Je crois qu'on a appris une bonne leçon. Même pas la peine de bander les yeux de quelqu'un. Il suffit de réduire sa vision pour qu'il risque de se mettre à tourner en rond. C'est vrai, mais avec un entraînement approprié, on peut malgré tout apprendre à marcher droit en toute sécurité. Merci, Jamie. Et oui, même perdu dans les bois, tant que le soleil reste visible, on est tous capables de marcher droit. Toutefois, une fois la visibilité réduite, il faut pour cela être entraîné et suivre une méthode précise. Mais y a-t-il d'autres solutions pour s'en sortir? Le travail d'équipe, par exemple. On y va. Ok, je guide. D'accord. Quel que soit le moyen de transport, l'humain ne semble pas être fait pour avancer en ligne droite une fois sa vision réduite. Du coup, je me demande s'il n'existe pas de solution plus mécanique. Je ne veux pas rater ça. Tout au long de l'épisode, Adam et moi avons essayé de nous déplacer en ligne droite. Je tiens mes bras complètement immobiles. Je comprends pas. Sans grand succès, je dois l'admettre. Il tourne en rond et en rond. Mais là, on a une idée qui pourrait bien résoudre notre problème. On n'en est pas sûr, mais le problème semble être le suivant. Privé de tout stimulus extérieur, l'esprit humain se crée sa propre image de son environnement. J'ai quand même l'impression de dévier vers la droite. Cette image est inexacte. Alors, quand notre cerveau essaie de corriger notre trajectoire en se basant dessus, il nous fait dévier très vite, très loin. Donc, voici ce qu'on s'est dit. Et si on pouvait créer un appareil qui permettrait à deux personnes de travailler en duo afin qu'elles puissent sentir physiquement quand elles dévient d'une ligne droite? Et donc, on a trouvé ça. En s'attachant à chaque extrémité d'une longe rigide et droite, la théorie est la suivante. L'information physique transmise par le harnais les préviendra s'ils s'éloignent de leur trajectoire en ligne droite. Regardez, je peux faire danser Jamie. La seule chose qui pourrait avantager nos amis une fois aveuglés, c'est l'indispensable travail d'équipe. Et c'est pas gagné. Allez, ça suffit. Une fois leur itinéraire défini, il est temps d'éteindre la lumière. J'ai les lunettes, c'est parti. 3, 2, 1, go! Et les voilà partis. Les premières observations sont plutôt encourageantes. J'ai l'impression qu'on marche en ligne bien droite. D'accord. Alors que seul Jamie avait très vite dévié de sa trajectoire, notre duo de marcheurs semble avoir enfin résolu cette énigme. Maintenant, je sais l'effet que ça fait de traîner un boulet, littéralement. Mais en peu de temps, leur réalité interne se met à diverger de la vraie réalité. Et ils dévient de l'itinéraire. D'après mon image mentale, on est en train de dévier légèrement à droite de la flèche. Je pense qu'on s'en sort bien, on est juste un peu à droite. Le but de notre invention, c'était de donner à notre corps un indice physique lorsqu'on déviait de la ligne droite. Et franchement, je savais qu'on avait un peu dévié. Mais là, on a carrément fait demi-tour. Et je ne m'en suis absolument pas douté. Ça n'a pas marché. On est face à notre point de départ. C'est incroyable. La flèche est tout là-bas. Ça n'a pas marché du tout.
Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est ça la science. On trouve une théorie, on la teste, et soit elle marche, soit non. Et là, ça n'a pas marché. Prêt? Oui, prêt. Bien. Nos tests ont donc clairement démontré que l'être humain n'a pas la capacité d'avancer en ligne droite. Ce que nous n'avons pas cherché à découvrir, c'est la cause de ce phénomène. Mais je pense qu'on peut affirmer que le mythe est confirmé. Tu es là? Je suis là. Et c'est complètement confirmé, je suis d'accord. Voilà à quoi ressemble l'explosion d'un coffre plein d'explosifs binaires. Rien de tel qu'une bonne explosion dès le matin. La question est la suivante. L'impact d'un accident peut-il provoquer l'explosion? Bon, prêt au lancement. Si un camion autopropulsé n'y arrive pas, aucun accident de voiture n'y arrivera. Puisqu'à 480 km/h, ce camion va dépasser la vitesse de la voiture la plus rapide qui puisse exister. Explosif binaire contre camion autopropulsé. C'est la dernière chance pour confirmer ce mythe. C'est parti. Ultime compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'en sais rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'une vieille camionnette rouillée, propulsée par 10 roquettes Ashvar avec une poussée de 30 tonnes, a défié la force d'inertie pour atteindre une vitesse de près de 500 km/h. C'était vraiment énorme. Si on parle d'accident de voiture, celui-ci est placé tout en haut, dans la catégorie démentielle. Mais pour savoir si l'explosif dans le coffre de la voiture a bien explosé, notre équipe doit observer tout ça de plus près et comparer l'impact avec l'explosion du test de contrôle. On a regardé sauter 200 charges d'explosifs pour pouvoir comparer à ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire une camionnette propulsée à 480 km/h qui a percuté l'arrière d'une voiture contenant la même quantité d'explosifs. Et bien que ce soit spectaculaire, eh bien, il n'y a pas eu d'explosion. Dans l'explosion, on a bien vu une boule de feu. Là, ce qu'on a vu, c'était une désintégration. Quelqu'un a relevé le numéro d'immatriculation de la camionnette? On sait que notre explosif binaire réagit à un tir de fusil à haute puissance. Mais notre mythe parlait d'une collision entre deux véhicules. On a travaillé sur des vitesses de plus en plus importantes, jusqu'à près de 500 km/h, mais on n'a pas eu d'explosion. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'énergie responsable d'un tel carnage ne suffit pas à provoquer l'explosion. C'est ça, la beauté des explosifs binaires. Les experts en effets spéciaux à Hollywood, soucieux de la sécurité, peuvent ainsi compter sur une détonation très maîtrisée et savent qu'un impact accidentel n'aura aucune conséquence grave. Ce qui nous mène à une dernière conclusion. C'était impressionnant. Là, on peut être sûr que ce mythe est bidon. Ça, c'était un vrai accident à grande vitesse. Oui, et en plus, on ne verra jamais un tel accident sur la route. Et en tous les cas, il n'y aura pas d'explosion. Aucune explosion. Donc, une collision entre deux voitures ne peut pas faire exploser une voiture pleine d'explosifs binaires. Ça, c'est bidon. 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 C'était vraiment énorme.